Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est passée à merveille, et aujourd'hui je vais pas beaucoup parler en introduction, mais juste quelques secondes quand même pour vous remercier de votre soutien, parce que j'ai conscience que le format audio convient pas forcément à tout le monde, et ça me fait ultra plaisir de voir vos retours positifs épisode après épisode. Voilà, c'est tout, j'ai promis de pas beaucoup parler, alors je vous propose qu'on commence dès à présent. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques jours et c'est celle de Jérémy. Par ailleurs, je m'excuse d'avance pour si jamais vous l'avez déjà entendu parce qu'elle a connu un franc succès sur Reddit, donc c'est une éventualité. Jérémy vit avec ses parents dans la banlieue d'une ville située au nord de la Californie, plus précisément dans un quartier qu'il décrit comme moyen aisé. La semaine où se passe cette histoire, c'est l'anniversaire d'un des parents de Jérémy et donc ses parents prennent quelques jours de vacances hors de la maison et il a la maison pour lui tout seul toute la semaine. Donc c'est le régal, il peut vivre à son propre rythme, mettre de la musique aussi fort qu'il le veut, inviter des potes, tout ça, tout ça. Un jour, Jérémy rentre chez lui après une fin de journée de travail tardive et il est environ 1h du matin. À peine arrivé à la maison, il prend une douche, puis se rend directement dans la cuisine pour faire des ribs de sauce barbecue, nous dit-il, qui est entre parenthèses un bon gros plat de confort quand t'es tout seul. Pour accompagner son dîner de pleine nuit, il s'ouvre une bière et s'installe de tout son poids dans le canapé devant la télé pour lancer une petite série. Bon là clairement Jérémy est royal au bar, donc très cliché, mais il met plutôt longtemps à choisir une série quand tout à coup, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Et à ce moment-là, clairement, Jérémy ne s'attend pas du tout à recevoir quelqu'un. On le rappelle, il est maintenant aux alentours de 2h du matin après s'être douché et s'être fait à manger, et ça fait qu'il est tellement surpris qu'il sursaute et qu'il en fait tomber sa bière. Déjà c'est chiant, mais Jérémy nous dit qu'outre le fait qu'il a été un peu pris au dépourvu, il n'y a aucune bonne raison qui pourrait justifier que quelqu'un sonne chez lui à une heure pareille. Donc l'adrénaline commence lentement à monter et Jérémy se met à fixer la porte d'entrée, sans bouger, comme à l'affût du moindre bruit derrière la porte. La sonnerie retentit de nouveau, ce qui le surprend encore, et dans la foulée, quelqu'un toque à la fenêtre de la salle la plus proche. À ce moment-là, Jérémy nous dit qu'il n'est pas vraiment effrayé. Évidemment, il y a eu la surprise qui l'a fait sursauter, mais il est plutôt saoulé en fait. Il est en mode, gros, il est 2h du matin, vraiment peu importe qui s'amuse à sonner ou à toquer à cette heure-là, cette personne n'a pas de vie. C'est du temps perdu que tu pourrais utiliser à apprendre le piano ou la guitare, ça marche aussi. Bref, ça le fatigue plus qu'autre chose. Il finit donc par se décider à se rendre devant sa porte d'entrée, il la déverrouille et ouvre la porte en laissant quand même la chaîne en place. Simple précaution, il a bien raison, on ne sait jamais. Il nous dit qu'en y repensant, il aurait peut-être dû d'abord regarder par la fenêtre, voir s'il pouvait apercevoir quelque chose, mais dans le feu de l'action, en réalité, il n'y a tout simplement pas pensé. Donc il a directement ouvert. Ce qu'il voit est assez surprenant, parce qu'il n'y a pas rien derrière sa porte, donc c'est pas juste un type qui s'amuse à toquer chez lui pour on ne sait quelle raison. Non, derrière la porte se tient une jeune femme. Une jeune femme d'environ une vingtaine d'années, avec de beaux et longs cheveux noirs soyeux et un sweat violet, ainsi qu'un pantalon noir. Là, ça le calme un peu, parce que honnêtement, rien ne semble menaçant chez cette jeune femme, et Jérémy lui demande donc « Est-ce que je peux vous aider ?» Ce à quoi la jeune femme répond directement qu'elle est désolée de le déranger si tard, mais qu'effectivement elle aurait besoin d'aide. En fait, elle est avec son copain qui est garé devant la maison, et ils ont un problème de voiture, et ils n'ont plus de batterie sur leur téléphone. C'est pour ça qu'elle s'est permis de sonner, pour savoir si possiblement, elle pourrait utiliser le téléphone de Jérémy. Et là, elle pointe une voiture noire garée et illuminée par un lampadaire dans la rue, et lui dit « c'est notre voiture là-bas ». Et honnêtement, ça aurait été une autre personne, Jérémy aurait simplement dit non désolé, et il aurait fermé la porte. Mais là pour le coup, cette jeune femme a vraiment l'air inoffensive et innocente. Physiquement, on dirait qu'elle est encore à l'université, et la ville de Jérémy étant très étudiante, il n'est pas du tout rare que des étudiants soient dehors à 2h du matin un vendredi soir. C'est même plutôt courant. Jérémy demande quand même où se trouve le petit ami de l'étudiante, ce à quoi elle répond qu'il est parti en direction de la station essence pour voir si quelqu'un pouvait leur prêter un téléphone. En gros, leur but c'est de maximiser leurs chances de se faire aider en allant voir à différents endroits en même temps. Bon, Jérémy accepte, il sort son portable et lui dit de faire vite parce qu'il est quand même fatigué et qu'il aimerait bien aller se coucher. La jeune femme le remercie et lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle en a vraiment pour 2 secondes. Elle compose un numéro de tête et met le téléphone à son oreille. Après quelques sonneries, la personne qu'elle appelle décroche et la jeune femme lui dit « Oui, c'est moi, je suis en train d'emprunter le téléphone de quelqu'un ». Et même si ce n'est pas en haut-parleur, Jérémy peut entendre à l'autre bout du combiné que l'étudiante parle à un homme. Et allons savoir pourquoi, c'est à ce moment précis qu'il commence à se sentir mal à l'aise, à avoir une petite peur qui monte en lui.
Pas parce que la personne au bout du fil est un homme, non ça c'est normal puisqu'elle a certainement appelé son petit copain. Non, Jérémy flippe un peu parce que l'inconnu passe beaucoup plus de temps que prévu au téléphone, et il commence à s'impatienter. Et la raison principale pour laquelle il commence à avoir peur, c'est que du début à la fin de l'appel, la jeune femme ne bouge pas. Elle reste plantée sur le palier, face à Jérémy, les yeux grands ouverts et rivés sur lui comme pour scruter son expression faciale, et un petit sourire creepy semblant vraiment forcé lorsqu'elle écoute son interlocuteur parler. Jérémy a clairement un mauvais feeling, et au bout d'un moment, la jeune femme dit ciao et rend le téléphone à Jérémy. Il peut enfin souffler parce que, mis à part le fait que la conversation était plutôt longue et que la jeune femme semblait plutôt louche pendant cette conversation, il s'est pas fait voler son téléphone, et c'est déjà pas mal. Mais l'étudiante lui demande maintenant si elle peut rentrer chez lui pour utiliser les toilettes. Et là, avec le très mauvais pressentiment qu'il a ressenti juste avant, Jérémy lui dit désolé mais non, mais il lui souhaite quand même bonne chance avant de fermer la porte et de la verrouiller. À ce moment-là, il faut se dire que tous les sens de Jérémy sont en alerte parce qu'il a senti quelque chose de vraiment bizarre émaner de cette jeune fille. Et à peine a-t-il tourné les talons qu'il entend la jeune femme, toujours derrière la porte, se mettre à rire et à lui dire « Tu as fait le bon choix ?» Jérémy nous dit qu'au moment où il entend ces mots, un frisson glacial le parcourt tout entier et la panique s'empare de lui. Il se retourne sans faire de bruit, se penche pour regarder à travers le Judas et ce qu'il voit est extrêmement badant, puisque la jeune femme est toujours debout de l'autre côté de la porte, mais désormais, un homme se tient à côté d'elle. Il est bien plus grand qu'elle, a l'air d'avoir à peu près son âge et porte un masque et une capuche. Et sans savoir pourquoi, les deux se mettent à tourner autour de la maison de Jérémy en frappant aux fenêtres et en riant. Clairement là, il y a danger. Et Jérémy n'hésite pas une seule seconde à appeler le 911. Cette scène extrêmement flippante dure plusieurs minutes, et ils essaient à plusieurs reprises de rentrer par la porte arrière de la maison de Jérémy. Lui, clairement, il ne sait pas vraiment quoi faire. Il ne peut pas savoir précisément où les deux individus sont dans la nuit, donc il saisit son arme à feu et vise la porte arrière, se préparant au pire. En même temps, il a le 911 en haut-parleur, et il nous dit que dans l'état où il est, s'ils parviennent à rentrer, il n'hésitera pas une seule seconde à tirer. Au final, la jeune femme et l'homme frappent pendant 5 bonnes minutes, c'est extrêmement long. Avant de finalement partir, on ne sait pourquoi. Jérémy, toujours sous le choc évidemment, les regarde s'éloigner en courant jusqu'à la voiture noire et s'en aller. La police arrive sur les lieux quelques minutes plus tard et ils prennent la déposition de Jérémy qui est toujours dans un gros état de stress et de panique. Et après avoir écouté son histoire, les policiers n'ont pas l'air si surpris et disent à Jérémy qu'il est la 3e personne à les appeler cette nuit-là et à signaler un couple louche essayant de s'introduire dans leur maison. Clairement, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai, et même si Jérémy ne pourra jamais savoir ce qu'ils avaient vraiment en tête, il sait que ça aurait pu très vite dégénérer s'il n'avait pas été sur ses gardes. Et il finit donc en nous disant qu'il a appris cette nuit-là à ne jamais ouvrir la porte la nuit, notamment sans regarder qui est en train de sonner. Voilà, c'est maintenant la fin de cette histoire que j'ai vraiment bien aimée parce qu'elle est un peu plus longue que les autres et qu'elle est bien écrite avec une mécanique bien flippante quand même. Ce que j'aime bien, c'est par exemple qu'il y a une montée en puissance de la tension qui est très bien amenée. On passe d'une jeune femme totalement inoffensive à quelqu'un d'un peu creepy quand même, à quelqu'un qui est carrément flippant avec la fameuse phrase « tu as fait le bon choix ». Et ça c'est hyper fort parce que quand on y réfléchit, pourquoi le format thread horror est aussi flippant et marche si bien, pour moi c'est simplement parce qu'il exploite le moment le plus flippant d'une interaction non voulue, à savoir le moment de bascule. Pour bien saisir l'idée, je vais vous demander de faire un espèce d'exercice, de fermer les yeux et de vous imaginer vraiment tout ce que je vais vous dire. Ok, on commence. Vous êtes sur un long chemin tout droit. Le ciel est magnifique, les oiseaux chantent et vos amis sont avec vous. Vous continuez à marcher sur ce chemin, mais petit à petit, vos amis s'en vont, ils rentrent chez eux. Et vous vous retrouvez finalement seul sur cette longue ligne droite. Il fait toujours beau, mais les oiseaux ont arrêté de chanter. Il y a maintenant un lourd silence tout autour de vous. Vous marchez encore, mais cette fois-ci, le ciel s'assombrit de plus en plus. Il fait maintenant nuit. Vous êtes donc seul, dans la nuit, avec un silence de plomb tout autour de vous, à marcher sur un chemin et vous arrivez maintenant à une intersection. Le chemin se coupe en 2 petits chemins similaires séparés par une rivière. Rien ne les différencie, si ce n'est la sensation
d'être observé qui vous provient du chemin de droite. Naturellement, vous choisissez d'aller à gauche et vous vous engagez dessus. De votre chemin, vous avez la vue sur le chemin de droite qui est juste de l'autre côté de la rue, mais qui est inaccessible. Il n'y a aucun moyen de passer du chemin de gauche au chemin de droite. Et après avoir marché, toujours seul dans le silence et dans la nuit noire, vous entendez de bruits de pas sur votre droite. Vous vous arrêtez de marcher, les pas s'arrêtent aussi. En tournant la tête à droite, de l'autre côté de la rive, se tient un homme qui vous regarde, un long sourire sur son visage. Que serait-il passé à votre avis si vous vous étiez aventuré sur le mauvais chemin? Voilà, globalement en quelques minutes, vous avez imaginé vivre un trait d'horreur. Je suis d'accord, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire un exemple, mais j'ai trouvé que c'était assez pertinent, et n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si ça a un peu marché sur vous, s'il y a une petite tension qui s'est installée. En tout cas, moi ce qui me fait vraiment flipper, c'est justement le fait qu'au moment de bascule, lorsque les chemins se séparent donc, la personne qui vit le trait d'horreur échappe au pire, et on ne peut que supposer ce qu'est le pire, on ne sait pas ce que c'est. Parce que je pense qu'on est d'accord, si l'histoire avait juste été Jérémy ouvre la porte et là la jeune femme le tue, bon bah là c'est pas flippant, c'est juste triste, c'est dramatique. Ce qui est flippant, c'est d'imaginer ce qui aurait pu se passer. Donc voilà, selon moi c'est ça la structure un peu d'un trait d'horreur, et c'est cette structure qu'on retrouve dans l'histoire de Jérémy qui honnêtement m'a fait froid dans le dos au moment de la phrase de la jeune femme. Par ailleurs, on peut aussi se demander ce que voulaient ces personnes. Manifestement, c'était pas une simple tentative de cambriolage, parce que, clairement, selon moi, des cambrioleurs essaient en premier temps de viser des maisons vides pour être tranquilles. Là, c'est différent. La jeune femme a dû voir que la maison de Jérémy était allumée. Mais une théorie possible, ce serait que ces personnes avaient repéré le fait que Jérémy était tout seul, peut-être en remarquant qu'il manquait une voiture chez lui, ou même en l'ayant observé en amont, et que c'est le fait qu'il soit seul qui les a motivés à s'en prendre à lui. Alors pourquoi faire? Peut-être le kidnapper, pour faire on ne sait quoi, ou bien par pure folie? J'avoue que la question reste entière. Maintenant, est-ce qu'on peut croire à cette histoire? J'aurais tendance à dire que c'est une fiction, mais j'ai pas énormément d'arguments, je vous avoue, c'est plus du feeling. Et d'ailleurs, c'est ça qui est cool, c'est que l'histoire est assez bien structurée et décrite. Ce qui me fait dire ça, donc que c'est une fiction, c'est majoritairement l'épisode des deux intrus qui se mettent à tourner autour de la maison en riant et en frappant les fenêtres. Parce que je trouve ça un peu gros déjà, et en imaginant la scène, ça me paraît même un peu ridicule. Et sinon, petite incohérence, Jérémy nous dit que l'homme a à peu près le même âge que la jeune femme et qu'il porte un masque et une capuche. Et je suis désolé, mais comment tu peux déduire l'âge d'une personne sans voir son visage ni ses cheveux? Est-ce qu'au moins on est certain que c'est un homme? Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est une erreur d'inattention de la part de l'auteur au moment d'écrire sa fiction? Ou est-ce que c'est plutôt une incompréhension de ma part? Dans tous les cas, l'histoire m'a vraiment plu et j'espère que c'est aussi votre cas. Et on a vu dans le dernier épisode que peu importe ce qu'on peut penser, on ne sait jamais vraiment s'il s'agit d'une fiction ou non. C'est maintenant la fin de cet épisode de Hale, j'espère vraiment qu'il vous a plu et que j'ai réussi à vous faire frissonner avec moi pendant ces quelques minutes. Merci beaucoup de m'avoir écouté et un immense bienvenue aux personnes qui ont rejoint la chaîne depuis le dernier épisode ou qui rejoignent actuellement la chaîne avec cet épisode. Parce que moi et 600 personnes, ouais, je suis assez fier de le dire, moi et 600 personnes, on est hyper heureux de vous avoir avec nous. Et merci beaucoup en tout cas d'être là, c'est juste génial. Je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est important, parce que 600 personnes, en réalité c'est beaucoup. Si vraiment vous deviez être dans une file d'attente devant 600 personnes, je pense que vous pèteriez un câble, et moi aussi. Donc c'est un gros nombre. En tout cas, merci à tous ceux qui se sont manifestés en commentaire. Vous savez que je prends un immense plaisir à vous lire et à vous répondre, donc venez, n'ayez pas peur. Si vous avez des retours constructifs à faire sur le format, je suis aussi ultra preneur. Et même si vous voulez me faire un petit coucou de là où vous êtes, ça me fait ultra plaisir de voir que vous êtes là. Par ailleurs, c'était le premier épisode qui est monté avec des petites illustrations, c'est ce qui se fait beaucoup dans le format trait d'horreur. Je sais pas si je le ferai à chaque fois, dites-moi vous ce que vous en pensez. On m'avait demandé de le faire sur les 10 premiers épisodes il me semble, donc voilà, je sais pas si c'est très bien fait, j'avoue qu'en montage je suis pas une immense brute, mais j'espère qu'au moins ça vous a plu pour cet épisode, et peut-être que ça reviendra sur les prochains. Bref, ça va maintenant être le moment de se dire au revoir, encore merci de m'avoir écouté, et sur ce, je vous souhaite une splendide journée ou soirée, et à bientôt pour un nouvel épisode de Hale.